Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, encore une fois, bonjour et merci de suivre votre émission Objection qui reçoit ce dimanche professeur Abdoulaye Samb. Professeur Abdoulaye Samb est doyen de la faculté de médecine, pharmacie, odontostomatologie de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Monsieur Samb, c'est un plaisir de vous recevoir à l'émission Objection. Merci d'avoir bien voulu accepter notre invitation. Merci beaucoup, Monsieur Baye Omar. Surtout, je vous remercie pour cette invitation. L'invitation du doyen de la faculté de médecine, de pharmacie et d'odontostomatologie de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. C'est vraiment un grand plaisir de répondre donc à cette invitation. Je salue au passage tous les auditeurs de Sud FM et vraiment encore une fois donc merci. Merci beaucoup au doyen, à tout seigneur, tout honneur. Ils nous reviennent du CAMES 2020, auréolé de diplôme. La génération 2020, M. Samb, s'est bien distinguée. Qu'est-ce qui a fait cette différence? Comment en est-on arrivé là? La recherche, la formation. Mais, doyen Abdoulaye Samb, plus d'un siècle qu'existe un département de médecine à Dakar, puisque l'école africaine de médecine de la pharmacie a été créée par Aristide Le Dantec, un médecin militaire français en 1916, même si ce n'est qu'en 1962 que l'école de médecine africaine a été érigée en faculté. Question, doyen Abdoulaye Samb. Est-ce que c'est cette longévité qui fait la réputation de la faculté de médecine, de pharmacie et d'odontostomatologie? Merci beaucoup. Je pense que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, nous venons de fêter l'année dernière les 100 ans de la faculté de médecine, de pharmacie et d'odontostomatologie. C'était l'école de formation de l'Afrique de l'Ouest en général. Tous les pays envoyaient les étudiants à Dakar pour se former. Donc c'était un lieu de formation pour toute l'Afrique de l'Ouest. L'ancien président Houphouët-Boigny était élève de l'école de médecine de Dakar et d'autres. Nous avons des Guinéens, des Burkinabés, des Maliens. Toutes ces générations donc, de médecins ont été formés donc, à Dakar. Donc c'est une école donc, de formation qui est une école prestigieuse et qui a pu former les premiers cadres dans le domaine de la santé. Et cette formation donc s'est perpétuée dans le temps, avant les indépendances, puis après les indépendances. Nous avons continué donc à former pour d'autres pays, parce que l'installation ou bien la création des facultés de médecine dans des pays s'est fait tardivement. Il y a le Burkina Faso ou ailleurs, ils ont continué à former leurs médecins à Dakar pendant longtemps, très longtemps. Donc il y avait un peu cet héritage que nous avons pu assurer en continuant à former pour l'Afrique, pour le Sénégal, mais aussi donc pour l'Afrique de manière globale. C'est quand même de continuer. Voilà, je pense que cet héritage est extrêmement important. Nous avons un lourd fardeau parce que tout simplement l'école de Dakar est une école donc réputée et jusqu'à présent, au-delà même des Africains que de l'Afrique de l'Ouest, nous avons aussi, continuons à former beaucoup du Maghreb. Dans le cadre de la coopération multilatérale, on continue à former. Il y a des échanges chaque année d'étudiants, un contingent qui vient donc du Maroc, de la Mauritanie, de la Tunisie, parfois de l'Algérie et puis d'autres pays africains qui en continuent à nous envoyer donc des étudiants donc pour leur formation. Alors, et ça, nous devons continuer effectivement à assurer c'est ça, le grand défi. Qu'en est-il de la réalité? Alors, quels sont, doyen Abdoulaye Samb, quelles sont les forces et faiblesses de votre département avant de se pencher sur les résultats de l'agrégation du CAMES 2020? Alors, je pense que les forces de la faculté, c'est un peu peut-être l'héritage que nous avons eu. C'est quand même une école de médecine qui a 100 ans. Et progressivement, nous avons mis en place toutes les structures, toutes les spécialités, en se basant un peu sur les structures hospitalières au Sénégal.
nous avons cette possibilité de continuer à former dans presque toutes les spécialités. Et depuis quelques années déjà, on a, au-delà de la formation du médecin, docteur en médecine, qui a un diplôme d'État, nous nous sommes donné les moyens de former des spécialistes. Et aujourd'hui, dans presque toutes les spécialités, que ce soit des spécialités chirurgicales ou médicales, nous avons donc ces spécialités. Et je pense que ça, c'est quand même quelque chose d'important, parce qu'au-delà du médecin généraliste, nous allons donc aller en profondeur, avoir donc des spécialistes à mettre à la disposition de la population pour améliorer la prise en charge. Et je pense que ça, c'est important. C'est une faiblesse ou une force? Alors ça, c'est une force. Hein. Ça fait partie donc des forces que nous avons à la faculté de médecine, de pouvoir embrasser plusieurs spécialités, de former donc des spécialistes de haut niveau. Maintenant, de l'autre côté, ce qu'il nous faut, c'est surtout peut-être les moyens d'accompagnement. En défi. Voilà, c'est un peu les moyens qui doivent accompagner pour qu'on puisse former de manière optimale nos apprenants et nos spécialistes. Je pense que ça, c'est important. Ce sont des écoles publiques où les moyens mis à la disposition pour la formation ne sont pas en général optimales parce qu'il y a d'autres défis, que ce soit la nutrition, que ce soit d'autres problèmes donc, de pauvreté à gérer, qui font qu'aujourd'hui, peut-être, tous les moyens que nous devions avoir pour avoir vraiment une école de formation qui puisse répondre aux exigences et de la recherche, aux exigences donc de l'amélioration des qualités donc des soins, ainsi de suite, mais aussi au développement d'équipements de nos structures donc de santé. Tout ça, nous ne l'avons pas. Nous ne l'avons pas parce que globalement, c'est une structure publique. Et puis l'État, il faut se rendre compte qu'aujourd'hui, que nos étudiants en médecine payent 25 000 francs dans la licence par an. Par an, c'est 25 000 francs qu'ils payent. C'est à peu près 2 000 francs par mois. Quand vous regardez un peu ce qui se passe derrière, que ça soit dans le privé, ou bien simplement donc dans la formation primaire ou secondaire, voilà, qui montre effectivement que vraiment il n'y a pas de moyens additionnels. Il n'y a pas de moyens additionnels pour pouvoir. Nécessaires à opérer, on y reviendra certainement. Tout à fait, je pense que voilà. Mais il est à retenir, doyen Samb, que votre faculté en fut les perles du succès au CAMES, vu le nombre d'agrégés dans les 3 disciplines. Alors, visitons les statistiques côté Sénégal. 85 candidats. On ne parle pas de 75 admissibles, mais de 75 réussites. Et finalement, 73 admis, ce qui donne un taux de réussite de 85,8. Dites-nous, cette réussite est due à quoi, pour le doyen? Mais merci beaucoup. Par rapport aux autres pays. Merci beaucoup. Moi, je pense que le concours d'agrégation, la faculté de médecine l'a toujours pris au sérieux. Le cheminement global, quand nos candidats se préparent, nous avons en général, nous organisons le concours tous les 2 ans dans un pays. Et très tôt, au niveau donc de Dakar, on commence déjà au niveau des services à préparer les candidats. Et comment se recueillent les candidats? Alors, les candidatures, c'est d'abord, il faut justifier d'un certain nombre donc, de diplômes qu'il faut obligatoirement avoir. Quand qu'on s'assure que ces diplômes donc, sont obtenus, qu'on s'assure qu'on a été nommé assistant ou maître assistant pendant une durée déterminée, qui sont donc des critères qui sont établis au niveau donc, de CAMES, le candidat en un moment, et aussi quand on s'assure qu'il a suffisamment de publications. Et des publications dans son domaine, publications scientifiques, dans des recueils scientifiques qui ont été validés avec parfois donc des publications avec des revues avec impact factor, qui sont parfois des revues de haute tenue. Et en général, quand on s'assure de tout ça, le service voit qu'effectivement vous êtes prêt pour y aller. Et en ce moment, on se donne les moyens de vous préparer. Ça commence d'abord donc au niveau donc des services où de manière régulière on vous donne une leçon que vous préparez, vous venez présenter
Parfois, on vous demande de présenter vos titres et travaux dans un délai limité, avec donc un temps de 15 minutes qu'il faut le préparer. C'est comme ça qu'on est jugé au niveau donc du CAMES. Ou aussi préparer une leçon en 45 minutes, avec maintenant tout ce que cela comporte, comme d'abord la forme et le fond. Comment le faire, etc., etc. Tout ça, on commence déjà au niveau des services. Et après un certain temps de formation au niveau du service, donc je vous dis, globalement, il faut savoir que dans l'année, au début donc de l'année, 1 an avant le concours, il y a déjà au moins 3 mois ou 4 mois de préparation donc dans le service. Après cela, souvent, on demande au département de prendre le relais, ce qui permet d'avoir des personnes différentes de ta spécialité qui viennent vous juger. Donc, au niveau du département, on organise aussi donc des planches, des séances de présentation de titres et de travaux, mais aussi des séances de présentation de leçons dans les conditions donc du concours. Et en ce moment, pendant aussi 3 mois, 4 mois, ou plus, en fonction donc de la durée et du délai qui nous sépare donc du concours, nous allons continuer donc à vous former. Donc, après le service, le département a pris le relais. Et enfin, vers 3 ou 4 mois avant le concours, on va passer à la grande salle. C'est la grande salle dont on parle. Effectivement, je pense qu'elle est... Même, en fait, il est possible de savoir à peu près qui c'est qui va passer et qui ne passe pas. Oui, je pense que la grande salle, c'est parce que quand même, les candidats ont commencé à être formés peut-être depuis 8 mois. Depuis 8 mois, ils sont en train de plancher, de se préparer dans le service, puis dans le département. Et quand ils arrivent au niveau donc de la grande salle, là aussi, c'est des horizons diverses. Oui. Je parlais un peu des départements. Les départements, c'est un ensemble de services à peu près qui font à peu près la même chose, ou bien dans les domaines. Dans ce mais domaine précis. Voilà. Mais quand on parle donc au niveau de la grande salle, c'est le département de pharmacie qui est présent, le département de médecine est présent, le département de chirurgie est présent et le département d'odontologie. Donc, vous voyez déjà les différentes donc, personnes qui sont là présentes pour juger le candidat sont d'origine diverse. C'est à peu près un peu pour nous mettre dans les conditions donc, de jury de concours, où c'est des gens qui viennent de pays différents, qui ensemble vont juger effectivement donc, le candidat. Donc de ce fait, au niveau vraiment de cette grande salle, parce qu'il y a déjà beaucoup de monde et puis qui juge ce que vous faites, et puis on va regarder effectivement quelles sont tes capacités en matière donc d'enseignement, en matière de présentation de titres et travaux, etc. Et à partir de ce moment, vraiment, au sortir, souvent, on a une idée relativement claire de ce qui, en tout cas, des chances que le candidat a. Il faut savoir aussi que dans cette grande salle, beaucoup de candidats venant d'Afrique viennent aussi pour se former parce que ils viennent voir donc leur patron ou bien membres de jury qui sont donc à Dakar. Et ces membres, en général, les programmes au niveau donc de la grande salle pour qu'ils viennent aussi donc présenter une leçon ou bien des titres et travaux. Okay. Donc vraiment, c'est vraiment un processus qui dure au minimum donc 1 an. Donc vraiment, c'est quelque chose de particulier parce qu'il y a un poids social quand même qui est important. Quand on sait qu'effectivement qu'il y a quelqu'un qui va faire le concours, dans le quartier, tout le monde est au courant. Tous les parents lointains et trucs ailleurs sont un peu au courant. Donc déjà, c'est prenant, vraiment, c'est quand même relativement prenant sur le plan psychologique. Vraiment, parce que vous savez que pendant presque 1 an, on essaie donc de faire le vide autour de soi pour se concentrer de manière précise donc dans le concours. Et tout ce que vous faites va dans le concours. Il faut avoir une hygiène de vie particulière, faire du sport de manière régulière, éviter de tomber malade, parce que tout ça, c'est quelque chose donc d'important. Et vraiment, et puis surtout, se concentrer. Maximiser de manière, se concentrer sur ce que vous faites, et puis maximiser ainsi donc les chances de réussite. Mais alors, oui, au finish, vous vous êtes retrouvé avec un taux de réussite de 85,8. Oui. Satisfaisant, à encourager, ou pour faire mieux? Tout à fait. Je pense qu'on peut faire mieux.
Et c'est l'objectif en général, donc après le concours. Non, je pense que globalement, en tout cas, le tour global qu'on a au niveau donc, le commerce, nous sommes au-dessus, ça c'est sûr. Donc, je pense c'est un sentiment donc, de satisfaction, tout en sachant qu'on doit travailler pour mieux faire. Pour mieux faire, c'est d'abord nous organiser, pour que, en tout cas, surtout après la première étape de titres et travaux, qu'on n'ait pas de difficultés. Parce que c'est quoi? Ce sont des diplômes que vous avez, mais il faut, comme maintenant, il y a une plateforme de mise en ligne donc, de tous les documents, il faut s'assurer que tout ça se fasse dans des conditions correctes, avec des possibilités de surveiller de cela, avec des équipes qu'on met en place au niveau donc, du décanat, pour permettre au moins de vérifier que les diplômes essentiels qui risquent de vous faire échouer simplement, ces diplômes-là ont été correctement donc, déposés donc, au niveau donc, de la plateforme et qu'on s'assure que ça a été fait. Et à temps. Oui, c'est fait et à temps. Et je pense que ça, c'est du domaine du possible. Oui. Maintenant, continuer à améliorer dans les publications, mais aussi à améliorer dans la présentation de la leçon, parce que bon, c'est toujours possible donc de s'améliorer. Hein, et en tout cas, donc toutes nos félicitations aux personnes donc qui sont reçues. Hein, ils sont vraiment donc méritants. Il faut mais surtout préciser également que c'est encourager à Dakar. Oui. Les réussites, c'est à la fois à Dakar comme dans les régions. l'IGB, Tout à fait. Comment a été justement enregistrée la répartition en termes de réussite? De réussite, moi je pense que globalement, Dakar, effectivement, on avait un nombre beaucoup plus important. Nous avons présenté 69 candidats et 9 donc sont reçus. À Saint-Louis, ils ont présenté 5 candidats. Dans les 5 candidats, donc les 6 candidats donc, de Saint-Louis, 4 sont reçus. Nous avons à Bambey 3 candidats, les 2 sont reçus. Nous avons à Thiès 5 candidats et les 5 sont reçus. De même qu'à Ziguinchor, on a eu 2 candidats et les 2 candidats sont reçus. Alors si nous étions en Coupe d'Afrique de football, le Sénégal serait vainqueur. Peut-on le caricaturer ainsi? Oui, je pense que c'est globalement, quand on regarde vraiment donc, ce qui s'est passé, nous sommes vainqueurs. Oui. Parce que quand on regarde le nombre de candidats qui ont été présentés, le Sénégal est largement au-dessus donc, des autres pays. Et je pense que le taux de réussite est extrêmement donc, important, qui a été un taux de réussite favorable, supérieur à la moyenne donc, au niveau du CAMES, donc qui fait qu'effectivement, quand vous voyez le nombre... CAMES, c'est 81%. 81% et nous sommes à 87% à peu près. Voilà. Donc, mais qu'est-ce qui fait cette différence? Que d'autres pays... n'en voit pas suffisamment d'étudiants. Qu'est-ce qui fait ça? Non, c'est peut-être le nombre de spécialités qu'on a, le nombre, donc c'est ça qui ou bien dans les spécialités, quels sont le nombre d'individus qui sont prêts. Oui. Parce que aussi, c'est ça, pour pouvoir faire... la stabilité du pays. Il y a plein de facteurs qui entrent en jeu. Vous savez que Dakar, quand même, par rapport donc aux autres pays, nous avons eu quand même beaucoup d'avance par rapport au nombre de spécialités, au nombre donc disons, de praticiens même, au niveau donc des différents services, qui fait qu'effectivement que peut-être le nombre qu'on a est relativement plus important que par rapport donc aux autres pays. Hein? Donc ça a été toujours comme ça. Tous les concours, on a toujours eu un nombre quand même relativement important du fait un peu de l'envergure de la faculté de médecine de Dakar. Et puis maintenant, aujourd'hui, il faut savoir que dans les autres régions, que ce soit Saint-Louis, Thiès, Ziguinchor et Bambey, il y a des autres... Voilà, c'est ça, les autres facultés de médecine qui se mettent en place. Ils vont aussi des candidats de l'enseignement. De l'enseignement. Mais alors, doyen Abdoulaye Samb, oui, ça nécessite des félicitations de la part des autorités au CONECO. Alors, si je pense que globalement... Il est arrivé une année où, oui, de retour du CAMES, justement, ils ont été reçus par le président de la République. Je pense que pour l'instant, ce n'est pas encore le cas parce que souvent, on attend les résultats officiels transmis au niveau donc, du ministère de l'enseignement supérieur qui prépare un document pour le président de la République. Je pense que tout ce processus va avoir lieu et je pense que va suivre son cours parce qu'il faut savoir que le président a décidé déjà pour l'enseignement supérieur déjà que les nominations comme
professeur titulaire comme maître de conférence agrégé se fasse maintenant au niveau du Conseil des ministres. Exactement. Je pense que ça, c'est quelque chose donc d'extrêmement donc important et vraiment nous le remercions pour cet acte extrêmement donc important. Et je sais que effectivement il va prendre compte un peu, se rendre compte de ces résultats. Et puis maintenant faire le nécessaire pour encourager ceux qui sont reçus et puis encourager et féliciter ceux qui sont reçus et surtout encourager les autres. Les encouragements et les félicitations voilà. Au nom de la République. Pourquoi c'est important? C'est aussi parce que le contexte n'a pas été facile. Nous sommes dans un contexte de Covid-19, on y reviendra. Mais alors de ce point de vue quand même, oui, dans la préparation, voilà. En amont comme en aval, ça n'a pas été aisé par rapport au contexte dans lequel nous sommes. C'est vrai, c'est extrêmement important ce que vous dites. Nous avons, cette année, c'est le contexte du Covid. On a même à un moment pensé que le CAMES pourrait peut-être revoir est-ce qu'il faut organiser ou non le concours d'agrégation. Les CTS, parce qu'il y a d'autres évaluations donc, qui se font, ont été entièrement faits en ligne. Au début, on se réunissait dans un pays pour valider les titres donc, de maître de conférence, de professeur titulaire et de maître assistant. Ce sont donc des grades qu'on confère après étude des dossiers. En général, on avait l'habitude de nous retrouver. Les différents membres du CTS se retrouvent pour un peu évaluer les grades. Mais cette année, tout a été fait en ligne. Oui. C'est Dakar qui devait organiser, mais avec le contexte Covid, tout a été fait donc en ligne. Et on a pensé à un moment, est-ce qu'il serait possible de faire donc le concours en présentiel? Mais heureusement, tout s'est bien passé. Et donc, c'est un contexte quand même particulier. Même dans la préparation des candidats, il y avait toujours ce contexte donc Covid qui imposait la distanciation, ainsi de suite, ainsi de suite. Je pense que ça, c'est le mérite encore est beaucoup plus important du fait donc du contexte dans lequel nous avons travaillé cette année. Oui, le contexte dans lequel vous avez travaillé cette année, pour rappeler que oui, Abdoulaye Samb est le doyen de la faculté de médecine, pharmacie, odontostomatologie de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Et préciser également, doyen Samb, que le CAMES, c'est le Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur. Alors, nous constatons que nos universités, à travers les résultats du CAMES, nos universités régionales s'affirment de plus en plus comme lieu d'excellence. Oui, CAMES 2020 a révélé, doyen Samb, que nous avons des spécialistes dans des domaines pointus comme la médecine nucléaire ou la chirurgie plastique reconstructrice. Comment expliquer qu'on aille souvent se faire soigner ailleurs? Est-ce que c'est par ignorance ou absence de confiance à nos spécialistes? Alors, vous soulevez quand même un point important que peut-être même la Covid, l'épidémie, donc l'endémie mondiale a un peu mis en exergue, c'est l'équipement de nos structures donc, de santé. Je pense que la médecine maintenant a beaucoup évolué. Les spécialités sont créées. Et les techniques de plus en plus pointues sont apprises et utilisées pour la prise en charge donc, de la santé. Mais derrière, quand même, il y a un besoin d'équipement extrêmement important. La chirurgie donc, réparatrice, les spécialités comme la radiothérapie, ce sont donc des spécialités aujourd'hui qui s'imposent, qui s'utilisent parce que le nombre de cancers a augmenté de manière importante donc, dans la population. Il faut les prendre en charge. Il faut se donner les moyens de les prendre en charge. D'où la nécessité quand même de faire des efforts importants pour le financement de la santé. En réfléchissant à des initiatives qui puissent... Voilà, je pense qu'il y a un gap énorme à combler. Quand vous regardez un peu partout dans le développement de la santé, aujourd'hui par exemple en France ou ailleurs, effectivement on dit que la sécurité sociale elle est coûteuse donc pour le pays, mais c'est quelque chose d'indispensable. Ça veut dire que pour les équipements, il y a un plan pluriannuel d'équipements et d'équipements régulièrement.
équipe donc les bonnes. Par exemple, quand vous achetez donc du matériel, au bout de 5 ans, il faut remplacer. C'est programmé déjà. Renouveler donc le matériel. S'il faut acheter donc du matériel encore beaucoup plus sophistiqué, il faut le faire. Ça demande parce une véritable gouvernance. Voilà, ça veut dire que ça demande d'avoir un plan de renouvellement de manière régulière des équipements de santé. De la planification. Ce qui fait qu'aujourd'hui, si vous achetez un matériel dont la durée de fonctionnement optimale est de 5 ans, vous savez que dans 5 ans, on va préparer déjà un équipement nouveau qui va être créé. Donc, on se prépare déjà avec les appels d'eau, qui fait qu'effectivement, on ne va pas attendre que la machine tombe en panne pour penser renouveler. Malheureusement arrivé. Alors, voilà, mais ça arrive souvent, donc malheureusement. Donc, de ce fait, je pense que c'est important qu'on réfléchisse aux modalités donc, de financement donc, de la santé. Je sais que l'État fait beaucoup d'efforts. Et puis l'État... Alors que l'expertise est là. Et là, voilà, c'est ça. Je pense que pour éviter que les gens ne se déplacent ailleurs pour des soins, il est important au moins que tout ce qui est possible d'être fait sur place soit fait sur place. Et aujourd'hui, le contexte Covid a fait qu'à un moment, on ne pouvait plus se déplacer. Même s'il y a tout l'équipement enfant, vous ne pouvez pas y aller. Donc, de ce fait, d'où l'importance aujourd'hui de réfléchir à avoir donc le maximum donc, d'équipements sur place pour permettre donc de prendre en charge la population. Globalement, ça va être donc un bénéfice pour l'État sénégalais parce que les évacuations sanitaires donc, vont diminuer de manière importante. Et puis maintenant, ça améliore l'expertise même locale. Hein? Ça nous permet donc déjà d'éviter de traiter de manière optimale un maximum d'individus. Hein? Et ça va être donc globalement être bénéfique donc pour l'État. Et il y a encore à faire à ce niveau. Ah oui, je pense que c'est important. Le renouvellement des équipements de nos structures hospitalières doit être planifié. Mais de la même manière qu'il est nécessaire aussi d'investir au niveau de la fac du département, dans le cadre de la formation, mais également des laboratoires. Exactement. Quand je parle un peu des équipements de structures de santé, il y a derrière aussi l'équipement dans les laboratoires de formation. Pour pouvoir déjà... parce que les laboratoires parfois font donc de l'expertise pour améliorer la qualité de la santé, mais aussi surtout faire de la recherche. Et puis enseigner. Enseigner, former par la recherche aussi, pour pouvoir avoir donc des médecins formés dans de bonnes conditions. De la volonté politique. C'est important. Et puis maintenant, là aussi, comme on a dit, pour la planification dans les équipements hospitaliers, planification aussi dans les équipements donc, de nos laboratoires, qui va nous permettre un peu de former les apprenants dans de bonnes conditions. Aujourd'hui, vous savez que la faculté de médecine vient de construire un centre de simulation. Un centre de simulation qui nous permettait un peu de commencer à former donc nos étudiants à partir des mannequins. Ça a été inauguré? Pas encore. On a terminé. Donc la construction. On est dans les phases donc de finalisation. Et maintenant, on est en phase donc pour l'équipement. Et ça, c'est extrêmement important. Parce qu'aujourd'hui, il faut normalement, dans les conditions actuelles, on ne doit jamais la première fois sur le malade. C'est quelque chose qui est pour les droits donc, des malades. On ne doit peut-être pas commencer à apprendre directement sur les malades. Mais quand on commence à apprendre donc, sur un mannequin, c'est beaucoup plus humain. Et puis après, maintenant, quand on acquiert les gestes, on peut ensuite passer donc, à l'humain, à l'homme. Malheureusement, nous avions été formés directement donc, sur l'homme. Avant, la connaissance. Mais maintenant, c'est une exigence des droits donc, des patients de ne pas commencer à être torturés très tôt. Avant qu'on nous torture, au moins commencer à travailler donc, sur les mannequins, apprendre tous les gestes qu'il faut. Et après, maintenant, on va passer donc aux patients. C'est important. Et je pense que ça, nous allons... C'est une démarche expérimentale. Oui, faire donc sur le mannequin. Et nous, pour l'occasion, effectivement, nous sollicitons donc nos autorités, le ministère. Je pense qu'ils sont déjà donc au courant donc, de ce problème, pour l'équipement surtout, de ce centre donc, de simulation, qui nous permet un peu donc, de fonctionner et de pouvoir former
nos étudiants donc dans de très bonnes conditions. Oui, et puis dépasser la connaissance empirique. Oui, c'est important, il faut travailler. La connaissance expérimentale. C'est extrêmement donc important. Alors, doyen Abdoulaye Samb, vous avez justement trouvé la transition en parlant de la Covid-19. Et oui, la courbe épidémiologique, doyen, connaît un rythme en dents de scie. Quelle appréciation faites-vous de la stratégie et riposte par les autorités dans le cadre de la lutte contre la Covid-19? Merci beaucoup. Je pense que c'est la pandémie actuelle est une réalité. Parce que quand on regarde ce qui se passe en France, dans les pays du Maghreb actuellement, je pense qu'il faut qu'on soit prudent. Les évolutions des premières pandémies qu'on a notées, il y avait toujours un décalage entre ce qui se passait en France par rapport au Sénégal. 2 mois à peu près, 2 mois et demi. Donc, je pense qu'il faut qu'on continue à être prudent en respectant donc les gestes barrières, parce que la pandémie est toujours là. La Covid donc est toujours là. Le nombre de cas a baissé, c'est important. Mais ces temps-ci, on voit que ça commence à augmenter un tout petit peu. C'est ça. Et donc, le président a alerté. Ah oui, je pense ça. Le président a vraiment, je félicite très sincèrement pour cet appel qu'il a lancé. Pour éviter une deuxième vague. Oui, pour les deuxième vague. Non, cela veut dire qu'aujourd'hui, tous les efforts que nous avons faits jusqu'à présent, ne peut pas nous devons continuer. Vague, oui. Nous devons continuer donc à les faire. Parce que ce que l'Europe ou bien les États-Unis peuvent gérer en matière donc disons de pandémie et surtout sur le plan économique, nous n'avons pas ces possibilités. Donc de ce fait, on doit faire un effort sur nous pour maintenir donc les gestes barrières, pour passer ce cap. Ça veut dire qu'aujourd'hui, je pense qu'aujourd'hui, si on allait jusqu'en fin janvier sans qu'il y ait donc des cas importants, un nombre de cas importants. Mais qu'est-ce qui fait je ça? pense que nous serons sauvés. Physiologiste, on doit faire attention, oui, pour éviter le pire. Oui, c'est lié à la nature du virus ou bien expliquez-nous un peu. Oui, l'environnement peut jouer un rôle important. Nous allons dans des périodes où il sera un peu plus frais. Okay. La chaleur donc va partir progressivement et le froid va s'installer. Ce sont des conditions favorables pour le développement et du virus. Je pense qu'aujourd'hui, il nous faut continuer à maintenir tous les gestes barrières. Le port des masques, dans le transport. Parce que ça, ce sont des gestes qui sont faisables. Et il faut qu'on s'y mette. Le temps de passer donc ce cap encore donc très important. Aujourd'hui, la vaccination probablement donc va venir, mais bon, pour que vienne en Afrique. De près, oui, tout à fait. Non, mais agité. Non, je pense que globalement on regarde très bien donc ce qui se passe. C'est sûr que d'ici donc le mois de décembre et le mois de janvier, il y a des tests qui vont commencer. Les vaccins la vaccination donc va commencer. Donc, mais pour l'instant, c'est pas encore venu au Sénégal. Nous devons continuer à avoir donc à maintenir tous ces gestes barrières de distanciation, de port de masque, de lavage donc des mains, qui nous permettent un peu d'éviter au maximum des contaminations, pour que le virus ne circule pas et on ait cette possibilité d'avoir des taux extrêmement donc faibles qui restent au alentour de 1% au maximum pour nous permettre un peu de passer ce cap. Parce que cette période-là, je pense, elle est extrêmement importante. Nous devons continuer, comme l'a dit donc le président de la République, à maintenir donc ces gestes barrières, faire un effort sur nous pour éviter donc de tomber donc dans des difficultés. Oui, c'est un effort individuel. Mais aujourd'hui, vraiment, on doit être conscient que c'est notre affaire. Quelle a été la contribution de votre département dans cette lutte? De la faculté de médecine, donc globalement, je pense que, comme vous le savez, tous les services qui ont été en première ligne, les maladies infectieuses, le service de santé publique, et les autres, tous les praticiens, c'est des praticiens de la faculté donc, de médecine. Nous avons, nous aussi, donc continué à envoyer donc des lettres au niveau du ministère pour l'accompagner dans la prise en charge
pour demander surtout que les médecins puissent être protégés dans leur activité. Parce que là où il y a eu des difficultés et des contaminations importantes donc, du monde médical, il y a eu des difficultés de prise en charge importantes. Et vous en donc, avez de ce fait, pour ce qui est de... Je pense qu'il y en a eu quelques cas, mais je pense qu'on n'a pas eu l'ampleur qu'on a eu ailleurs, aux États-Unis. Et oui, je pense qu'au Sénégal, beaucoup d'efforts ont été faits pour gérer correctement la contamination et du personnel médical, du personnel médical. Vraiment, des efforts importants donc, ont été faits. Des chiffres de personnes contaminées, globalement, donc on ne peut pas, mais je pense que nous n'avons pas eu des cas extrêmement importants qui ont fait que le personnel donc, de santé globalement a eu des difficultés pour prendre en charge les malades. Alors, et je pense qu'on a toujours eu cette possibilité. Bilan, on l'a dit tout à l'heure, la Covid-19 a véritablement révélé l'état de nos infrastructures sanitaires et les insuffisances aussi du secteur de la santé. Quels sont finalement, quels sont les enseignements à en tirer? Je pense que même au niveau du gouvernement, le président de la République lui-même avait, avec donc la Covid, décidé déjà de prendre en charge l'équipement donc, de nos centres de santé. Je pense qu'il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits, il y a des montants importants qui ont été mobilisés. Et il y a même de nouvelles constructions. Oui, il y a des équipements et de nouvelles constructions. Par exemple. Exactement, il y a eu beaucoup vraiment de nouvelles constructions pour un peu être à jour par rapport donc, à la santé et mettre à niveau nos structures donc, de santé. Et je pense que la pandémie a été vraiment une occasion d'un nouveau départ dans le domaine donc, de la santé. Et le président a aussi décidé de mettre une enveloppe relativement importante pour les équipements et la mise aux normes donc, au niveau donc, des structures de santé. Je pense que cette politique doit continuer. Comme je vous ai dit, en matière donc, de santé, il nous faut trouver des méthodes innovantes de financement qui font que de manière régulière, les structures donc, de santé, les équipements sont régulièrement renouvelés pour éviter d'abord des ruptures, mais aussi nous permettre de prendre en charge de manière optimale la population et surtout éviter les évacuations sanitaires qui coûtent cher à l'État et qui ne permettent pas un peu d'optimiser toutes nos potentialités en matière de médecine. Alors, parce que derrière, c'est toute une recherche qui l'accompagne. Si on a des équipements donc, aux pointes, ça nous permet donc, de faire donc, des Avez-vous beaucoup appris innovations. Avec cette pandémie, avez-vous beaucoup appris en termes de recherche? Oui, je pense qu'on va s'y mettre parce qu'il y a plusieurs projets, en particulier le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation a pu financer et accompagner plusieurs équipes pour réfléchir sur la pandémie, sur certains aspects qui nous permettra toujours donc, d'être mieux armés pour une prise en charge ultérieure donc d'autres pandémies, parce qu'il faut savoir aussi que dans la vie il y a d'autres pandémies qui vont venir donc par force. Donc à partir de ce moment, je pense que ça a été une occasion donc de dynamiser donc la recherche. Il faut que ça continue. Il faut quand même qu'on ait aussi, autant pour le financement donc de la santé, des équipements et consorts, promouvoir une recherche donc de qualité, une recherche opérationnelle qui permet un peu de trouver et de proposer des solutions pour nos populations. Alors, je pense à de la formation à la recherche, oui, un enjeu pour la médecine de demain. Doyen Abdoulaye Samb, l'acquisition d'une double culture médicale et scientifique est-elle une réalité dès le premier cycle au regard des effectifs pléthoriques constatés dans les amphis, surtout que la recherche et l'innovation sont des facteurs d'attractivité et d'optimisation de la qualité des soins? Doyen Samb. Alors, je pense que ça aussi c'est un problème donc important, mais nous devons réfléchir et nous donnons les moyens de pouvoir former nos étudiants dans de très bonnes conditions, même si on parle encore toujours donc de pléthore. Vous savez que quand on a parlé donc de simulation, c'est un peu dans ce sens pour régler donc des problèmes, pour permettre, par exemple, dans la promotion, une partie des étudiants vont venir au centre de simulation, travailler sur des matériels. C'est important.
et une partie relativement faible va aller au niveau du lit du malade à l'hôpital pour pouvoir faire donc les gestes qu'il faut, parce qu'il faut quand même à un moment être en contact avec le malade. Oui. Donc cette mise en niveau ou bien la mise en place donc des centres de simulation participe un peu aussi à améliorer la qualité donc de la formation. Parce que quand on a donc le mannequin, on peut réfléchir sur des choses. Faire des choses, on peut innover dans la prise en charge. On peut découvrir de nouvelles choses utiles qui seront découvertes à partir de Dakar pour une prise en charge ou bien améliorer les conditions les erreurs médicales. Oui, c'est important. Et puis améliore les techniques de prise en charge. Vous savez qu'aujourd'hui, de plus en plus, il y a la scolioscopie, ça veut dire qu'on opère sans ouvrir, avec une sonde, on rentre dedans et puis on essaie de... C'est important. Mais ça, il faut l'apprendre au niveau donc des laboratoires donc de scolioscopie, au niveau des centres de simulation. Et c'est important aujourd'hui qu'on se donne tous ces moyens pour prendre en charge de manière optimale la santé de notre population. Oui, la santé de nos populations par le biais de la formation. La formation de qualité. De la recherche. Mais de plus en plus, doyen Abdoulaye Samb, le numérique s'impose. Le numérique s'impose avec la télémédecine, avec tout ce qu'il y a comme composant télémédecine, téléenseignement, alors téléconsultation, l'utilisation de l'intelligence artificielle dans la pratique médicale. Cette opportunité est-elle une réalité dans votre département? Nous voulons en faire une réalité parce qu'aujourd'hui, vous savez qu'avec la pandémie, nous avons mis en place des plateformes où tous les cours sont postés déjà. Nous l'avons fait et avec l'aide donc du ministère donc, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation qui a mis à la disposition des étudiants la possibilité donc de se connecter, mais aussi de la disposition des enseignants une connexion qui leur permette de poster donc les cours ou d'échanger avec les étudiants. Je pense aujourd'hui c'est quelque chose d'indispensable. Parce que la Covid elle est toujours présente, mais je viens de terminer l'année universitaire. On a terminé la première session, on va faire donc la deuxième session au mois de décembre. Donc pour pouvoir démarrer maintenant les cours au mois de janvier, il est important qu'on puisse utiliser l'outil informatique pour pouvoir dispenser donc les cours et éviter encore dans ces conditions une nécessité parce qu'aujourd'hui les mesures de distanciation doivent être respectées. Et je pense que l'outil informatique va nous permettre un peu de pouvoir assurer cette distanciation par des cours en ligne. Et ainsi, on va parfois en un moment avoir les étudiants et discuter avec eux. Bande passante. Ah oui, mais tout ça, il faut vraiment, on est en train de réfléchir et de voir avec les étudiants pour que vraiment ces cours en ligne soient une réalité. Il y a eu quelques réticences, chacun, ils vont dire j'ai pas d'ordinateur ou ainsi de suite, ainsi de suite. Bon, c'est toujours compliqué, mais on est en train de réfléchir donc ensemble, de discuter avec eux pour que vraiment ces cours en ligne et même les échanges, c'est possible parce que puissent être une réalité et surtout permettre aussi à nos étudiants de rester pendant longtemps à l'hôpital. Parce que quand vous devez venir faire cours l'après-midi, si le cours est fait en ligne, vous pouvez rester à l'hôpital, continuer à travailler et suivre donc votre cours. Voilà, et puis continuer, et continuer à suivre donc vos malades, et puis ça vous permettra d'améliorer de manière importante. Aussi, c'est important. Oui. Là également. Je pense que ça, il faut qu'on les développe. Il faut donc qu'on les développe, surtout au Sénégal où quand même on n'a pas suffisamment de spécialistes, même dans les régions reculées du pays. Il est important qu'on puisse faire de la téléconsultation, avoir donc la possibilité, quand vous êtes très loin, de pouvoir envoyer donc des images, prendre donc un spécialiste qui vous accompagne et vous aide dans la prise de décision. Et je pense que ça, c'est quelque chose d'important. C'est important, c'est urgent. Alors, doyen Abdoulaye Samb, dites-nous comment les progrès techniques et scientifiques ont-ils transformé les pratiques et le métier médical? Je pense qu'aujourd'hui, les techniques se sont beaucoup complexifiées et améliorées.
Nous avons du matériel nouveau qui vient régulièrement en place pour mieux prendre en charge la santé de la population. Des diagnostics rapides de maladies ou bien diagnostics précoces, donc de maladies pour une prise en charge précoce. Ça a été possible par des innovations. Les gens ont fait de la recherche et ont pu trouver donc le moyen d'abord de diagnostiquer de manière précoce donc les pathologies pour une prise en charge aussi donc optimale. Je pense qu'aujourd'hui la technologie a accompagné de manière importante donc le développement donc de la médecine. Il faut qu'on s'y mette. Il faut qu'on s'y mette aussi dans nos structures de formation et de recherche et d'innovation. Je pense ça aussi, donc c'est important. Il est important qu'on puisse aussi travailler dans les laboratoires donc, de recherche pour pouvoir aussi trouver des solutions, disons, les plus à même de prendre en charge certains aspects des problèmes donc, de santé. Je pense que ça va passer par une recherche poussée, un équipement relativement donc à niveau, à mise en niveau, qui nous permettent ainsi, disons, de pouvoir penser ou bien même à innover. Parce que quand on ne fait aucune recherche, bon, on fera peut-être de la routine simplement en utilisant donc des techniques, mais il est important que quand on s'y met, à la longue, il y a quelque chose peut-être qui peut ressortir, d'où l'importance donc d'avoir donc des laboratoires bien équipés et vraiment regarder avec la technologie nouvelle, de nouvelles technologies pour la prise en charge donc améliorer la prise en charge de la santé. Alors, doyen Abdoulaye Samb, nous avons commencé par parler de la faculté de médecine en termes d'aura. Nous avons également parlé de la recherche, la formation, la recherche. Nous avons parlé des innovations techniques et scientifiques. Nous en arrivons maintenant au lien humain, de la relation entre le patient et le médecin. Professeur doyen Abdoulaye Samb, que reste-t-il de ce lien humain, de la relation entre le patient et le médecin? Je pense que c'est quelque chose donc d'important. Autant les techniques s'améliorent, autant disons la mécanisation devient de plus en plus poussée. Il est important, en tout cas pour nous, pays donc en émergence un peu, il est important que le rôle du médecin soit redéfini pour une prise en charge optimale de la santé. Aujourd'hui, en matière de santé, c'est important aussi qu'on ait de la prévention. Nous, en Afrique, on doit faire un effort extrêmement important pour prévenir donc les maladies. Prévenir les maladies, c'est le médecin qui doit être au devant. Parce qu'il connaît les pathologies, il a une idée des conditions disons, de survenue donc, de maladies. Il doit être à même d'expliquer aux patients, de donner des conseils idoines sur le plan de l'alimentation, sur le plan du vécu, disons, globalement dans la société. Il faut qu'il soit là comme étant, comme on dit, un érudit qui oriente, qui donne donc les bons conseils pour éviter donc de tomber malade déjà. On peut pas et ça c'est important. On ne peut pas le dissocier de la société. Le médecin doit justement garder ce lien avec la société. Il est partie intégrante. Doyen Abdoulaye Samb, est-ce que vous me concédez que si l'espérance de vie augmente progressivement, ce n'est pas seulement dû au progrès de la médecine, mais beaucoup plus à l'amélioration de la santé publique et de la nutrition, et en tenant compte également de la démographie? Oui, mais je pense qu'avec le développement, c'est sûr que l'expérience donc, de vie va augmenter. Parce qu'avant, nous étions souvent décimés par les maladies infectieuses. Ces pathologies diminuent progressivement. Bien qu'aujourd'hui, même avec la diminution des maladies infectieuses, il y a d'autres maladies métaboliques qui commencent donc à augmenter de manière importante. D'où l'importance du rôle du médecin pour pouvoir
inverser un peu cette tendance, diminuer de manière significative la survenue donc des maladies métaboliques. Parce que les maladies infectieuses, ben, c'est sûr qu'on va continuer donc à pouvoir les prendre en charge. Il n'y a pas de problème, ça va venir. Dans cette transition épidémiologique. Oui, ça veut dire qu'on va continuer à les prendre en charge donc de manière importante, mais il faut aussi de l'autre côté qu'on pense à ces maladies qui sont des maladies relativement coûteuses, parce que autant une maladie infectieuse c'est un truc, mais les maladies métaboliques, ce sont donc des maladies donc à bas bruit qui vont vous accompagner et la prise en charge est très très coûteuse. Donc à partir de ce moment, je pense qu'il est important que le médecin soit à côté donc des patients pour orienter, pour éduquer, pour donner donc les bons conseils pour qu'on évite donc de rentrer dans ces pathologies. C'est quoi ces pathologies? C'est une nutrition donc correcte, c'est d'abord une hygiène de vie donc correcte, faire du sport de manière régulière, éviter tout ce qui est tabac, alcool et autres qui peuvent être à l'origine de ces pathologies. Et en ce moment, je pense qu'avec une prévention et la présence et disons les conseils donc du médecin en permanence, l'accompagnement, ça nous permettra un peu de réduire de manière significative le poids de ces maladies métaboliques. Et qui coûtent excessivement non, cher ça coûte à l'État, à la société et aux familles. Aux familles, oui, c'est globalement coûteux pour la société, globalement, parce que tous les pans vont ressentir ces méfaits donc des maladies métaboliques. Professeur, le temps passe trop vite, justement. Alors oui, doyen Abdoulaye Samb, le rapport entre l'université et la société. De plus en plus, l'université s'écarte de plus en plus de la société. Or, un rapprochement est nécessaire. Je donne un exemple en termes d'illustration avec ce qui s'est passé, des pêcheurs qui nous reviennent contaminés. Aujourd'hui, vous, en tant qu'universitaire, encore émanant de la faculté de médecine, doyen de surplus, comment arriver à créer ce lien entre la société et la faculté, entre la société et l'université, ou entre l'université et la société? Tout à fait. Ben, je pense que vous soulevez là un problème très très important où au niveau donc des doyens de faculté de médecine, donc d'expression française, on a beaucoup travaillé sur ce qu'on appelle un peu les responsabilités sociales des facultés de médecine. C'est un peu le lien entre la faculté et la société. Je pense qu'aujourd'hui, nous devons, en tant que faculté de médecine, répondre aux sollicitations de la population. Toute notre activité et notre domaine donc de recherche ou de soins doit se faire aussi en tenant compte des problèmes donc de la population. Et de façon encadrée. De façon donc encadrée, mais tout en sachant des problèmes de société. Quand une faculté de médecine s'installe à Saint-Louis, il est important qu'on regarde un peu ce qui se passe dans le domaine donc de la biologie, dans l'environnement immédiat. Dans d'autres domaines aussi, ça sera ça. Par rapport à cette pollution. Alors, c'est vrai que par rapport à cette pollution, je pense que les laboratoires impliqués, il y en a plusieurs quand même qui sont impliqués au niveau de la faculté de médecine, le centre antipoison, qui ont été impliqués et sollicités par le ministère donc de la Santé pour essayer un peu de voir quelle est l'origine un peu de ces pathologies notées chez donc les pêcheurs. Je pense qu'il y a actuellement des résultats qui ont été obtenus. Est-ce que ces résultats permettent d'expliquer les problèmes donc de santé qu'on a vus dans cette partie donc dans cette partie de la population? Pour l'instant, il est peut-être un peu prématuré de pouvoir s'avancer. Mais je pense qu'il est important aussi que tous les laboratoires donc de la faculté de médecine, de pharmacie et d'odonto vont se mobiliser pour accompagner et puis parfois même solliciter aussi d'autres collègues pour pouvoir, disons, trouver une explication à ce phénomène. Je pense que c'est important. Oui, c'est important. Alors aujourd'hui, à quelles difficultés doit faire face le médecin? Difficulté d'accompagnement un peu des patients, parce qu'en fait le problème essentiel quand on est formé, c'est de pouvoir jouer notre rôle en matière donc de santé, gestion donc des soins, mais aussi surtout faire de la prévention, parce que ces deux volets, il faut qu'on les mette ensemble.
le médecin est un érudit, en fait, comme on dit toujours. L'OMS a parlé donc de médecin à 5 étoiles. Alors, le médecin 5 étoiles, c'est un médecin qui est dispensateur de soins, qui est décideur, qui est un communicateur. C'est un médecin qui est un membre influent de la communauté et un médecin qui est gestionnaire. C'est l'OMS un peu ce qu'il a décrit comme médecin 5 étoiles. Et je pense que cette approche est très très importante. Qu'il nous faut qu'aujourd'hui, quand on est médecin, au-delà du soin, nous devons conseiller pour prévenir donc les maladies. Nous devons accompagner donc les patients pour la prise de décision, pour les accompagner, pour trouver donc pour prendre donc des décisions justes et surtout quand on dit un médecin aussi est gestionnaire, c'est aussi il faut penser à la poche donc du patient, à ses possibilités. Aujourd'hui, quand on a un traitement donc à faire, vous regardez le traitement le plus appelé le moins cher pour le patient pour prendre en charge. C'est pas parce que voilà, on doit prescrire et faire une prescription parfois donc démesurée qui peut prendre en charge, mais avec peut-être 2 fois moins d'argent, on pouvait régler ce problème. Donc de ce fait, je pense que c'est important qu'il joue ce rôle dans la société et puis il faut qu'il le sache. Au-delà du soin, il y a la prévention. On pense au patient qui est devant nous, comment faire pour que vraiment qu'on puisse régler son problème à moindre coût. Et tout cela renvoie au serment d'Hippocrate. Oui, ça fait partie de notre... Tout ce que j'ai dit aujourd'hui, les médecins 5 étoiles de l'OMS ont déjà résumé dans le serment d'Hippocrate très tôt. Donc à partir de ce moment, je pense que c'est notre responsabilité de faire tout pour venir en aide donc aux patients donc qui souffrent, que sa santé soit prise en charge dans les meilleures conditions. Parce qu'en finalité, c'est le patient. Alors, doyen Abdoulaye Samb, on ne va pas terminer sans parler de l'Assemblée nationale qui est en session plénière. Le ministre de la Santé, à l'heure où nous parlons, à 10h, passe devant les députés. Vous avez certainement un message à adresser au ministre de la Santé, par rapport à la formation, par rapport à la recherche. Mais c'est vrai que vous ne dépendez pas que du ministère de la Santé, mais c'est aussi important. Aujourd'hui, oui, si nous devons nous arrêter sur votre budget en tant que faculté, est-ce qu'on peut avoir une idée, de ce budget en tant que, justement, budget au niveau de la faculté? Alors, au niveau de la faculté de médecine, je pense globalement, quand vous regardez un peu ce que le rectorat donc nous donne, le budget est relativement faible. Alors, il faut savoir qu'au niveau de la faculté, nous avons des formations de spécialisation qui sont des formations payantes qui nous amènent un peu de ressources supplémentaires pour nous permettre donc de prendre en charge certains aspects. Mais je pense au-delà même de ces ressources, un effort doit être fait pour prendre en charge, disons, la formation. L'État, nous formons donc, nous sommes un service public. Aujourd'hui, vous savez, la formation donc dans le domaine au niveau de la licence, les étudiants payent 25 000 francs par an. Donc, vraiment, l'apport des apprenants est trop faible. L'État vraiment prend en charge beaucoup de choses. Les réformes sont nécessaires. Ces réformes sont nécessaires et puis surtout que l'État quand même réfléchisse à encore aider les facultés parce que c'est pas évident avec les moyens maigres de pouvoir faire correctement donc notre métier et puis de formateur. Deuxièmement, je voudrais aussi en profiter pour lancer un appel. Vous savez que depuis quelques années, avant donc 2016, chaque année qu'il y avait des nouveaux agrégés, le gouvernement du Sénégal décidait que chaque fois qu'il y a des nouveaux agrégés, ce sont de nouveaux postes. Donc il libérait leurs postes d'assistants qui nous permettaient un peu de recruter des assistants pour pouvoir d'abord, parce que le recrutement des assistants a 2 objectifs, parce que nous sommes dans le domaine de la santé et de l'enseignement supérieur. C'est d'abord de former
des étudiants contrôlent, mais deuxièmement, c'est d'assurer des soins dans les structures de santé. Quand un hôpital ouvre, souvent, on demande d'envoyer des spécialistes. On demande donc d'envoyer des spécialistes dans les différents services. Alors, mais ces spécialistes, il faut les former. Alors, le recrutement de ces assistants, gap important. Ça nous permet, nous, d'avoir des médecins qu'on peut envoyer pendant 1 an en France, aux États-Unis, au Canada, qu'ils soient formés dans des domaines de pointe et on sécurise le retour. Parce que c'est ça aussi, c'est important. Quand vous allez aux États-Unis vous former et vous allez acquérir des techniques importantes, mais souvent les gens vont te retenir. Mais quand tu es dans une équipe avec maintenant des accords entre la faculté et les facultés d'accueil, souvent on sécurise le retour. Et ça nous permettrait de former de manière importante donc, des spécialistes donc, de haut niveau pour pouvoir prendre en charge correctement donc, les défis de santé qui se posent au niveau de ce. C'est important. Je pense que vraiment, c'est un appel que nous lançons au nom de l'ensemble des UFR du Sénégal pour qu'on puisse continuer à faire ce que l'État avait fait depuis plusieurs années. Chaque fois qu'il y a de nouveaux agrégés, ces nouveaux agrégés sont des nouvelles créations de postes qui permettent de libérer ainsi et de permettre un peu de recruter et de continuer à former et à former donc des praticiens donc de qualité et sécurisés. Doyen Abdoulaye Samb, merci. Mais merci beaucoup. Il y en a encore à faire et à refaire. Tout à fait. La finalité, il s'agit de la santé des Sénégalais. Tout à fait. Un enjeu de taille, un enjeu de développement. Et oui, le professeur Abdoulaye Samb est le doyen de la faculté de médecine, pharmacie, odontostomatologie de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Oui, fraîchement revenu du CAMES avec 85,3% de réussite. Bravo pour cet excellent travail qui a été abattu par votre faculté et justement félicitations aussi à nos diplômés sénégalais qui nous reviennent du CAMES et bonne suite pour le reste, doyen Abdoulaye Samb. Merci beaucoup Baye Omar, surtout je vous remercie encore de l'invitation qui me permet un peu de parler de la faculté de médecine, de la santé en général donc au Sénégal et surtout de continuer à lancer un appel dans cette période de pandémie qu'on continue à être vigilant. Faisons un effort pendant 2 ou 3 mois encore et je pense que si on continue à faire un effort, le Sénégal peut de chance encore de domper dans une deuxième vague. En tout cas, merci beaucoup, ça a été un plaisir. Et oui, la réussite ne frappe qu'aux portes de ceux qui travaillent avec la rigueur, la discipline, le résultat suit. Et surtout le tout conformément à la devise de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, Lux mea lex, la lumière est ma loi. Merci beaucoup, mesdames et messieurs, ça en est tout. Merci beaucoup. Excellente suite de programme sur la 98.5. Maodo Faye et son invité prennent place pour Dianobi. Bonne suite de programme et au revoir.